Bienvenue dans cette dernière heure de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres. Le chef de l'État est au Koweït pour une visite officielle de 72 heures. Le président Alassane Ouattara répond à l'invitation de l'émir du Koweït, avec qui il aura un entretien durant donc son séjour. Des signatures d'accords de coopération sont également prévues. Le président Alassane Ouattara, célébré ici même en Côte d'Ivoire, précisément dans la région du Tchologo, les populations reconnaissantes de ces nombreuses actions en faveur du développement de la région ont décidé de rendre hommage au chef de l'État. Et puis dans la région du Gontougo, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, l'heure est à la réflexion pour un meilleur encadrement des jeunes filles. Il y a urgence car si dans la région, la scolarité de la jeune fille est désormais une réalité, il reste tout de même beaucoup à faire. Je vous le disais tantôt, le chef de l'État est en ce moment au Koweït pour une visite officielle de 72 heures. Le président Alassane Ouattara répond à l'invitation de l'émir du Koweït, avec qui il aura donc pendant son séjour, un entretien. Il y a également au programme des signatures d'accords de coopération. C'est ce que nous dit notre envoyé spécial au Koweït, Abiba Dombele Saoui. Le président de la République effectue depuis ce dimanche une visite officielle de 72 heures au Koweït, monarchie parlementaire dont l'émir est le cheikh Al-Jaber Al-Sabat. Il est le chef de l'État. Le Koweït dispose des 5e réserves mondiales de pétrole et s'étend sur une superficie de 17 818 km² pour 4,2 millions d'habitants. Je vais d'abord saluer Son Altesse et les autorités koweïtiennes pour l'accueil qui nous est réservé. C'est une bonne opportunité pour nous et un grand honneur d'être ici en visite officielle. Et nous allons donc pouvoir échanger sur les questions relatives à la coopération entre nos deux pays. Et comme vous le savez, nous sommes également ensemble au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et c'est une opportunité pour moi de faire le point avec Son Altesse et aussi de leur dire que la Côte d'Ivoire va bien, et que la situation est très bonne et surtout inviter les autorités et le secteur privé à s'intéresser à un investissement en Côte d'Ivoire. Et bien sûr, nous aussi, nous considérons que le Koweït peut être un marché pour les Ivoiriens, les hommes et les femmes d'affaires de Côte d'Ivoire. Donc je suis très heureux d'être là avec une forte délégation, comme vous le voyez. Et donc je voudrais remercier le prince pour son accueil et transmettre à Son Altesse mes meilleurs sentiments donc de haute considération. Dans l'agenda du président Alassane Ouattara, accueilli par une forte délégation de la famille royale, avec à sa tête le cheikh Mohamed Abdullah Al-Moubarak Al-Sabah, vice-ministre des Affaires de l'Amiri, une rencontre bilatérale avec Son Altesse royale, Cheikh Sabah Al-Hamad Al-Jaber Al-Sabat, l'émir du Koweït. Un entretien avec le président du Parlement koweïtien, avec la Chambre de commerce et le Fonds koweïtien qui finance déjà plusieurs grands projets en Côte d'Ivoire. Voilà, le président de la République de Côte d'Ivoire qui est donc depuis quelques heures maintenant au Koweït où il est pour une visite officielle de 72 heures. Le président Alassane Ouattara qui, ici en Côte d'Ivoire, est célébré par les populations de la région du Tchologo, des populations reconnaissantes de ces nombreuses actions en faveur du développement de la dite région. Ils ont tout simplement décidé de lui rendre hommage. Notez que cette cérémonie était le lieu pour les fils du Tchologo de parler union et cohésion sociale. Kader Sorodo. Un des aspects les plus importants de cette journée d'hommage au président de la République Alassane Ouattara est incontestablement cette volonté de faire l'union sacrée autour du chef de l'État. L'engagement a donc été pris de souder les lignes pour accompagner Alassane Ouattara dans sa volonté de faire de la Côte d'Ivoire un havre de paix où il fait bon vivre. Le président de l'Assemblée nationale donne le ton. Je souhaite partager avec l'ensemble des Ivoiriens mon sentiment que la mission de développement qu'effectue le président Alassane Ouattara est une mission d'intérêt général dont les bénéfices profitent à tous sans exclusive, sans tenir compte des colorations partisanes et vont au-delà des contingences temporelles.
Aussi voudrais-je en appeler à la fédération des énergies, à l'union et à la communion des cœurs autour des actions du chef de l'État dès lors qu'il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation et de la communauté de destin qui nous unit. À présent, il ne me reste qu'à élever des prières à Dieu pour qu'il continue de le guider sur le chemin qui est le sien. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, chef du gouvernement, n'y est pas allé de main morte. Nous sommes ici, réunis sur la terre de nos ancêtres du Tchologo. Oui, nous sommes ici réunis sur la terre de nos ancêtres du district des Savanes. Et je me tourne vers le chef traditionnel pour le dire. C'est donc à juste titre que nous devons tous prendre l'engagement de rester unis autour de notre aîné, le président Alassane Ouattara. Cet engagement que nous prenons ici aujourd'hui est consolidé par la présence du vice-président de la République qui incarne après le président de la République l'État. Cet engagement est pris devant lui. Cet engagement est également pris devant la grande chancelière de l'ordre national, notre tantine, force morale pour nous. Un engagement qui aura comblé tous ceux qui ont fait le déplacement de Fekese-Dougou. Avec eux, toute la Côte d'Ivoire. Voilà, construction et équipement d'établissements scolaires et de centres de santé, bitumage des axes principaux, électrification des villages, adduction en eau potable, tout ceci dans la région du Tchologo, autant d'actes à mettre à l'actif du président Alassane Ouattara, permettant ainsi à la région du Tchologo d'amorcer son développement. En tout cas, les raisons de cette grande mobilisation sont énormes, sont multiples, c'est ce que nous explique en tout cas Kader Sogodogo. Voici la place Alassane Ouattara de Fekese-Dougou le samedi 14 avril 2018. La région du Tchologo, dans toute sa composante, avec elle, la Côte d'Ivoire plurielle a tenu à rendre hommage au président de la République Alassane Ouattara pour toutes ses actions en faveur du développement. La traversée de Fekese-Dougou en 2 fois 2 voies, la réhabilitation de l'axe Fekese-Dougou-Wangolo-Dougou, le bitumage de l'axe Fekese-Dougou-Nassian avec une bretelle à Kong. La route précède le développement et le Tchologo est en route pour son développement. Dans les 3 départements, l'électrification, l'adduction en eau potable, la construction et l'équipement de centres de santé, des dispositions sécuritaires, de nombreux projets de lutte contre la pauvreté sont à signaler. L'éducation n'est pas en reste. Dans le Tchologo, cette action du président de la République s'est matérialisée par d'importantes réalisations dans divers secteurs prioritaires. Ce sont notamment dans le domaine de l'éducation, la construction de 121 écoles primaires et la réhabilitation de 8 autres dans les départements de Fekese-Dougou, Kong et Wangolo, à travers le programme présidentiel d'urgence, le CDD et avec l'appui du Conseil régional. La construction de 8 nouveaux collèges et lycées, dont le lycée moderne et le collège moderne de Fekese-Dougou, le collège moderne de Wameloro et de Wangolo-Dougou, et le lycée moderne Dominique Ouattara à Kong, entièrement réhabilité. Dès lors, la reconnaissance fait valoir ses droits. Si la Côte d'Ivoire et le monde entier reconnaissent les mérites et le travail accompli par votre fils, rien ne saurait justifier que nous, ses parents, ses fils et ses filles du Tchologo, ne le célébrions pas et ne lui exprimions notre admiration. Avec la reconstruction de l'axe Bouaké-Fekese-Dougou en cours et le désenclavement de Kong, le Tchologo sera illuminé. Un survol nocturne du tout nouveau boulevard Alassane Ouattara permet de dire que le rêve des populations devient une réalité. Voilà, reportage signé Kader Sogodogo. Dans la région
du Gontougo, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. L'heure est à la réflexion pour un meilleur encadrement des jeunes filles. Il y a urgence car si dans la région, la scolarisation de la jeune fille est désormais une réalité et qu'au primaire, les résultats sont satisfaisants, force est de reconnaître que ce n'est pas véritablement le cas dans les lycées et collèges où les résultats sont encore médiocres. Alors, beaucoup reste encore à faire. Le dossier est signé Eugène Atoubé. Depuis 7 heures du matin, ces élèves attendent d'emprunter un véhicule pour regagner leur établissement. Nous sommes à Yaoukro, village de la sous-préfecture du Tankessé, où justement se trouve le collège que fréquentent ces garçons et filles. Chaque jour ouvrable, ils sont contraints à la même épreuve. Aujourd'hui à Yaoukro, les parents sont fiers de savoir que leur fille fréquente un collège. Admiratifs devant ces jeunes filles en tenue scolaire et heureux aussi de réaliser qu'ils n'ont pas eu tort d'envoyer leur fille à l'école. Par le conseil de mes parents, j'étudiais mes leçons, je ne suivais pas les garçons. Je restais à la maison et bossais tout le temps. Je suis arrivée en seconde. Ma fille m'a donné une satisfaction parce qu'elle a eu le bac. Et elle va continuer. C'est que par la grâce de Dieu, elle va apporter quelque chose à la famille demain. Collège moderne de Tankessé. Ici, filles et garçons reçoivent un encadrement propice à leur réussite scolaire. Mais les filles qui constituent près du tiers de l'effectif global, selon les responsables du collège, montrent des insuffisances dans leurs résultats scolaires. Conséquence, le nombre de filles dans les classes d'un niveau à un autre va décroissant. Tout porte à croire que l'enthousiasme de la jeune fille au primaire et cette envie de s'illustrer à l'école dans une concurrence saine avec les garçons faiblit au fil des années, une fois au collège. Les parents oublient qu'une fille qui va à l'école, elle doit d'abord manger, elle doit se loger, elle doit se vêtir. Et ces besoins vitaux-là, généralement, la jeune fille, malheureusement, est obligée de les chercher par elle-même. Et les études sont mises en arrière. Il y a d'autres qui font enfanter les enfants parce qu'ils ne pouvaient pas aller à l'école. Moi, il n'y a plus le courage pour partir. Elles sont nombreuses, les filles victimes de grossesse en milieu scolaire, devenues des proies faciles dans un environnement aux dures réalités dont elles vivent la mère expérience. Elles réalisent aujourd'hui que le collège et le primaire sont deux mondes totalement différents. Nous voici à Bondoukou, chef-lieu de la région du Gontougo. Pendant de longues décennies, l'on a dénié à la jeune fille son droit à l'éducation. Aujourd'hui, c'est un regard différent sur la jeune fille dans le Gontougo, au nom de la politique de l'école gratuite et obligatoire. Le directeur régional nous conduit au groupe scolaire Mamadou Lamizana, où les filles sont créditées de très bons résultats scolaires. Je les mets en compétition, je leur dis il faut qu'une fille soit première. Elles sont devant, elles veulent apprendre, elles veulent dominer surtout. Elles assimilent facilement. Aller à l'école, ce n'est pas un avantage exclusif du garçon, mais c'est un avantage pour l'humanité. Au niveau des chefs religieux, au niveau des chefs traditionnels et au niveau de toutes les conférences que nous organisons avec la communauté éducative. Nous les exhortons effectivement à la scolarisation de la jeune fille. D'une localité à une autre dans le primaire, les filles sont autant, sinon plus nombreuses que les garçons dans les classes, quel que soit le type d'établissement. À l'exemple du village de Flakedougou, entre Bondoukou et Bouna, dans la région de Bondoukou. À Flakedougou, il existe une école communautaire pour pallier l'insuffisance de structures d'accueil face au flot d'enfants qui frappent à la porte de l'école pour la première fois. Dans les 4 classes de cette école de Flakedougou, les filles dominent les garçons en termes de résultats scolaires. Quand ils sortent du village ici, qu'ils vont en ville, c'est difficile d'avoir un bon parent là-bas, c'est difficile d'avoir même des maisons là-bas. Voilà, cela cause énormément de problèmes. Et quand c'est comme ça, ces filles-là reviennent à côté des parents. Même en créant un courrier de proximité, ce n'est pas évident que tous ces enfants-là puissent avoir un tuteur. On prône la construction des foyers pour que les enfants déjà puissent avoir un coin où loger. Et puis bon, on pense que ça peut aussi contribuer à garder ce taux-là de scolarisation. La baisse de performance une fois au collège et au lycée des filles, pourtant encourageante au primaire, sonne comme une symphonie inachevée, au regard de tous les efforts faits par le gouvernement et tous les acteurs et partenaires de l'éducation.
Dans les établissements, on trouve des représentants de structures spécialisées, sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale, notamment la DEMOS, Direction des mutualités et des œuvres sociales. Ils font un travail remarquable en termes d'écoute, de conseils et de prise en charge psychologique des élèves. Les filles, notamment, bénéficient d'un encadrement à la carte sur les questions de grossesse en milieu scolaire. Si on voit qu'une fille a un peu de soucis, on l'appelle ou bien on l'appelle le parent. Ensemble, on essaie de voir comment on va gérer la situation. On s'entretient et puis ça passe. Les filles ont leur mot à dire, donc il faut qu'elles aient des bons diplômes pour qu'elles soient effectivement utiles à la société. Alors, question, y a-t-il un démon multiforme à la base de la déperdition de la jeune fille dans le système scolaire? Toute la communauté éducative soutient que non, en appelant au nombre des efforts que fait le gouvernement à poursuivre les actions en faveur de l'école. Je pense à la question de l'internat pour les jeunes filles. Si on veut que la jeune fille qu'on a sensibilisée à scolariser arrive au bout, il faut créer son environnement à elle pour qu'elle soit moins dépendante de la société, du quotidien, pour se consacrer au travail. Ce n'est pas évident que les 1000 qui sont entrés au CP1 sortent les 1000 en classe terminale. Il va sans dire qu'il va toujours avoir des déperditions en cours de chemin. Mais malheureusement, avec les présenteurs, il arrive, soit par faiblesse naturelle ou bien par des difficultés sociales, que tel ou tel élève ne puisse pas aller jusqu'au bout. Les problèmes et les solutions possibles connues restent maintenant aux autorités éducatives et les partenaires de l'école à trouver la stratégie idoine et l'affiner, afin de lever les freins et obstacles à l'évolution de la jeune fille dans le système scolaire à partir de son entrée au collège. Le bon fonctionnement des cantines scolaires, une des conditions pour maintenir les élèves à l'école, surtout dans les villages les plus reculés. La direction des cantines scolaires de Côte d'Ivoire en a bien conscience. Elle en fait donc une priorité et pour plus d'efficacité, elle vient d'élaborer un document de politique et stratégie nationale d'alimentation scolaire. Issa Lio. Pour la période 2017-2022, la direction des cantines scolaires veut apporter des innovations dans la stratégie nationale d'alimentation scolaire. Réunis en atelier, toutes les parties prenantes de l'école ivoirienne ainsi que les partenaires internationaux sont venus s'accorder afin de valider le contenu du document de la politique et de la stratégie nationale d'alimentation scolaire. La nouveauté par rapport à la stratégie passée, c'est la promotion des produits locaux. Et aussi voir dans quelle mesure les cantines scolaires peuvent impulser la mise en place de petites et moyennes industries au niveau de la Côte d'Ivoire. Aux côtés de l'école ivoirienne depuis 1989, le Programme alimentaire mondial, PAM, se félicite des actions du gouvernement ivoirien qui ont permis d'améliorer les résultats scolaires en favorisant la construction des cantines scolaires dans les endroits les plus reculés de Côte d'Ivoire. Le modèle d'alimentation scolaire ivoirien, basé sur la participation communautaire, s'inscrit dans la durabilité, en ce sens qu'il met au centre de sa stratégie la cantine scolaire comme un vecteur de développement local. Le directeur de cabinet du ministre de l'Éducation nationale, des enseignements techniques et de la formation professionnelle indique que le document de la politique et de la stratégie nationale d'alimentation scolaire 2017-2022 est le résultat de l'actualisation du document de 2012-2016 qui a révélé des forces, des faiblesses, des menaces et des opportunités. Avec l'avènement de nouvelles orientations marquées par la vision 2025 qui prévoit que tous les élèves de Côte d'Ivoire inscrits dans les structures de l'éducation de base prennent chaque jour d'école un repas chaud et équilibré à la cantine. Le ministère, donc, qui tire profit des leçons apprises du premier document de stratégie, a relevé des défis persistants en matière d'alimentation scolaire. La Côte d'Ivoire compte 5400 cantines scolaires pour 1 100 000 rationnaires.
La Côte d'Ivoire qui invite sa jeunesse à investir le secteur de l'agriculture. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, avec l'appui de la FAO, Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, a initié un atelier de renforcement des capacités des jeunes, ce pour leur permettre de bénéficier d'investissements dans le secteur agricole. Noël Niagnou. L'éradication de la faim et de la pauvreté en Côte d'Ivoire d'ici à 2030 va nécessiter des investissements supplémentaires de l'ordre de plus de 1500 milliards par an, dont 40% à allouer au secteur agricole, selon la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Pour ce niveau d'investissement, un défi doit être relevé, le rendre attractif aux jeunes, 77% de la population ivoirienne. Voilà qui explique la tenue de l'atelier sur le renforcement des capacités des jeunes, conformément à la nouvelle approche de cette donne. Souvent, quand on dit renforcement des capacités, on s'intéresse à l'individu. Mais ces individus, ils sont au sein d'organisations. Et on a besoin de renforcer aussi les capacités de ces organisations. Et ces individus, ils sont dans des organisations qui sont elles-mêmes dans un environnement. L'environnement dont on parle ici en Côte d'Ivoire, c'est le cadre institutionnel et le cadre légal. Et cela avec un objectif précis. Identifier les besoins de renforcement des capacités des jeunes paysans, agro-entrepreneurs et travailleurs afin qu'ils puissent investir et bénéficier des investissements agricoles. Sur 3 jours, une quinzaine de jeunes ruraux, des étudiants en agriculture, des privés, des politiques ont passé au tamis toutes les opportunités du secteur agricole en Côte d'Ivoire. Résultat, la Côte d'Ivoire est riche d'institutions en direction des jeunes. Mais elles sont méconnues des jeunes eux-mêmes. Il y avait des dispositions que l'État avait prises, mais nous n'étions pas informés. Les honorations sur les taxes d'importation, par exemple. Nous avons aussi des centres de formation spécialisés pour le monde agricole. Et il y avait aussi la promotion des nouvelles technologies qui pouvaient apporter l'amélioration à nos conditions de travail. Aussi, au niveau institutionnel, l'État a pris beaucoup de dispositions, mais qui ont été mal vulgarisées. Et c'est maintenant à cet atelier que nous découvrons que l'État a fait des efforts, mais qui ne sont pas mis réellement à la disposition. Face à cet état de fait, une doléance est formulée avec à l'appui une demande d'accompagnement pour exploiter certaines potentialités. Dans la région de Yamoussoukro, des entreprises qui se sont lancées dans le domaine du PIF, qu'on appelle plantes issues de fragments. C'est pour multiplier les rejets de bananiers pour avoir plusieurs plants. Donc avec cette technique, si l'État arrive à financer des jeunes, les jeunes vont pouvoir développer cette technique et puis on aura plus de produits sur le marché et satisfaire la demande et même si possible exporter la banane. C'est le lieu d'annoncer que la FAO, dans son programme Pays, va financer un projet de professionnalisation des jeunes et de promotion de l'emploi agricole en Côte d'Ivoire dès cette année 2018, avec comme finalité promouvoir la création des conditions pour l'insertion durable des jeunes dans l'agriculture. Ce projet sera financé sur fonds propres de la FAO dans son programme de coopération technique. On ouvre la page santé de cette édition avec cette bonne nouvelle pour les victimes d'accidents vasculaires cérébraux, AVC, bientôt une nouvelle technique médicale qui va donc permettre de réduire considérablement le coût du traitement qui varie à ce jour entre 400 000 et 4 millions de francs CFA et au moins 8 millions de francs CFA pour les patients évacués hors du pays. Et bien pour promouvoir cette nouvelle méthode, la Société ivoirienne de neurochirurgie de la Côte d'Ivoire a initié une séance d'information. On en sait plus avec Walter Amadou Ouattara. La neuro-interventionnelle est une spécialité permettant la prise en charge de certaines pathologies vasculaires du cerveau et de la moelle épinière sans ouverture de la tête ni de la colonne vertébrale. C'est une première en Afrique subsaharienne et une avancée majeure dans la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux AVC en Côte d'Ivoire. Cette technique médicale donne de bons résultats et va réduire considérablement le coût du traitement qui varie entre 400 000 et 4 millions de francs et au moins 8 millions de francs CFA pour les patients évacués hors du pays. C'est pour promouvoir la méthode que la Société ivoirienne de neurochirurgie de Côte d'Ivoire a initié une séance d'information et de formation à l'intention de ses membres. La dite rencontre a eu lieu à l'Institut de cardiologie d'Abidjan.
L'accent a été mis également sur la prévention des AVC. Il faudrait surveiller son alimentation, surveiller son activité sportive, son activité de vie, avoir une vie saine. Ça permet de réduire énormément donc, les facteurs de risque. C'est une technique innovante qui permet de prendre des malades par voie vasculaire, d'éviter des interventions ouvertes qui sont beaucoup plus délabrantes. C'est des techniques qui doivent être développées parce qu'elles permettent de prendre en charge les malades localement au lieu de les évacuer à l'extérieur. Une conférence prononcée par le professeur Francis Turgeman, neuroradiologue interventionniste à l'hôpital neurologique de Lyon en France, a permis de partager son expérience avec les médecins ivoiriens. Il faut qu'on aide les populations à reconnaître les AVC. C'est jamais facile. C'est pas comme l'attaque cardiaque où on a mal, donc on consulte. Là, c'est parfois plus compliqué. Et donc, aider la population à reconnaître et savoir qu'il y a une prise en charge de façon à être actif sur les AVC. Cette conférence marque le lancement des activités de neuroradiologie interventionnelle en Côte d'Ivoire. La fièvre Lassa, on en parle également ce soir. La maladie sévit actuellement au Nigeria. Comment se manifeste-t-elle? Comment prévenir la fièvre Lassa? Quelles mesures prises par la Côte d'Ivoire pour se mettre à l'abri? Autant de questions qui ont suscité l'intérêt dans le Dimanche Magazine de ce 15 avril 2018. Le docteur Daouda Koulibaly, sous-directeur de l'INHP, l'Institut national de l'hygiène publique, était l'invité de la rédaction. Extrait. La fièvre de Lassa est une fièvre grave qui est due à un virus qu'on appelle le virus de Lassa. Donc c'est une maladie infectieuse, c'est une maladie qui occasionne des épidémies, c'est une maladie qui défraie la chronique parce qu'elle s'est déclarée récemment au Nigeria. L'évolution peut se faire vers des formes sévères. Et ces formes sévères, malheureusement, vont occasionner le décès. Les taux qui sont indiqués sont de l'ordre de 15%. C'est-à-dire que les personnes qui vont présenter ces formes sévères seront hospitalisées et dans une proportion de 15% desquelles vont décéder. C'est quoi ces formes sévères? C'est des formes hémorragiques. Le malade peut saigner du nez, il peut saigner de la bouche, il peut saigner des gencives. Il y a d'autres formes, c'est les signes respiratoires. Le malade peut présenter des difficultés respiratoires, peut malheureusement être déshydraté, peut présenter un coma. Et il y a la forme surtout de la femme enceinte. La femme enceinte est aussi un sujet d'intérêt particulier parce que malheureusement, une femme enceinte qui contracte la fièvre de Lassa meurt rapidement. Et elle perd aussi son fœtus dans une proportion de près de 95% des cas. Il n'y a pas de cas de fièvre de Lassa pour l'heure en Côte d'Ivoire. Nous restons vigilants. La surveillance est effective sur l'ensemble du territoire. À travers nos 83 districts sanitaires, nous avons des alertes, nous les vérifions et nous n'avons pas enregistré de cas de fièvre de Lassa chez nous. On peut guérir de la fièvre de Lassa? Oui, on peut guérir. On n'est pas condamné à mourir. C'est une très très bonne question. On n'est pas condamné à mourir. On peut guérir de la fièvre de Lassa. Nos chances de guérison, nos chances de survie sont élevées lorsque nous nous rendons très vite dans le centre de santé. Pour prévenir la fièvre de Lassa, il faut agir sur ces deux axes. Premièrement, assainir son environnement, avoir un cadre de vie propre, nettoyer sa maison, se débarrasser des ordures, laver régulièrement ses mains. C'est les mesures que nous proposons aux communautés et ça passe régulièrement depuis un certain temps, depuis janvier. Si vous appliquez ces mesures, vous pouvez éviter la maladie. Deuxième mesure, c'est les mesures de lutte contre le vecteur. C'est ce rongeur-là, les rats et ces souris. Il faut se débarrasser de ces rats et de ces souris. Mais comment? Il faut se mettre en communauté pour dératiser. On en vient à présent à l'actualité internationale de la semaine. Qu'est-ce qui aura marqué cette actualité? Vous le saurez dans ce commentaire de Alexis Oudraogo. Les Nations Unies et les forces de sécurité centrafricaines ont lancé dans la nuit de dimanche à lundi une opération visant des groupes armés dans le quartier PK5 de Bangui. L'opération militaire intervient après un regain de violence depuis plusieurs mois, alors que Bangui était relativement épargné par les violences. Il y a une semaine, une patrouille de casques bleus avait été prise pour cible. La mission de l'ONU avait menacé de démanteler toutes les bases des groupes armés du quartier si ces derniers ne déposaient pas les armes. Pour la première fois, Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen, a évoqué officiellement un dialogue avec son homologue américain Donald Trump. Le président coréen a présenté un rapport devant les hauts responsables du parti unique, incluant la perspective d'un dialogue entre les deux pays. De son côté, le président américain lui annonce déjà que la rencontre aura lieu en mai ou début juin.
Ce mercredi, Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, était entendu par les sénateurs américains. Le groupe, aux plus de 2 milliards d'utilisateurs, est vilipendé depuis des mois pour avoir servi d'outil de désinformation et de manipulation politique, notamment, selon la justice américaine, par le Kremlin, en vue de favoriser l'élection de Donald Trump. Les données de quelques 87 millions d'utilisateurs se sont retrouvées entre les mains de la firme d'analyse de données Cambridge Analytica, société qui avait par la suite travaillé pour la campagne du candidat républicain en 2016. Des milliers de Sud-Africains se sont rassemblés dans le stade d'Orlando à Soweto pour un mémorial en hommage de la figure de la lutte anti-apartheid Winnie Mandela, morte le 2 avril 2018. Winnie Mandela, ex-femme du président Nelson Mandela, est considérée comme la mère de la nation. Vendredi, ils étaient nombreux à prendre part à une veillée à la bougie à New Delhi après le viol en Réunion suivi de mort d'une fillette de 8 ans dans l'état indien de Jammu et Cachemire. Présent, le meneur de l'opposition et chef du Congrès Rahul Gandhi a insisté pour que justice soit rendue. Environ 40 000 cas de viol sont signalés chaque année dans ce pays de 1,25 milliard d'habitants. Les États-Unis, le Royaume-Uni et la France ont lancé dans la nuit de vendredi à samedi une opération militaire conjointe en Syrie en représailles à une attaque chimique présumée le 7 avril dernier à Douma, près de Damas. Pour la coalition, il s'agit d'adresser un message clair contre l'usage des armes chimiques. Le président russe Vladimir Poutine lui dénonce avec la plus grande fermeté les frappes menées. 24 heures après des frappes occidentales contre la Syrie, l'Arabie saoudite accueille ce dimanche le sommet annuel des membres de la Ligue arabe qui devrait aussi discuter de l'Iran, du Yémen et de l'avenir de Jérusalem. Le roi Salman d'Arabie saoudite préside la réunion qui se tient dans la ville de Daran, dans l'est du royaume, à quelques 200 km des côtes iraniennes. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Passez une excellente soirée sur nos antennes et surtout très bon début de semaine.